On va débuter avec Claire Gibault et qui va être interviewée par Jean-Philippe Thiellet qui a accepté de prendre en charge ce rôle. Claire Gibault qui est chef d'orchestre, cofondatrice de la Maestra et fondatrice du Paris Mozart Orchestra, un orchestre à Paris, dans le 9e arrondissement. Je vous laisse discuter. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Aliette. Je me permettrai d'ajouter quelques petits éléments parce qu'on est dans un lieu de musiques actuelles et Claire Gibault, notre invitée d'aujourd'hui, est avant tout une artiste, violoniste, je crois, et puis assez rapidement chef d'orchestre. Et vous avez, mesdames et messieurs, le Centre national de la musique a aujourd'hui comme invité une chef d'orchestre qui a dirigé sur les plus grandes scènes du monde, qui a travaillé avec les plus grands chanteurs du monde, en France et aussi à l'étranger. Mais la particularité de la maestra Claire Gibault, c'est aussi qu'elle a toujours eu un engagement pour regarder vers les autres. Engagement qui a d'ailleurs pris parfois des formes politiques, puisque Claire Gibault a été députée européenne pendant quelques années. Alors, ma première question, parce que c'est vous qui parlez pendant les 15 minutes, Claire, c'est d'abord, quand vous êtes passée de l'instrument à la direction d'orchestre, est-ce que ça a été naturel? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous vous êtes fait violence? Est-ce que vous avez, à ce moment-là de votre parcours, buté sur des difficultés? Aucune difficulté parce que j'étais au Mans, au Conservatoire du Mans, j'étais violon solo de l'orchestre des élèves et quand le directeur du conservatoire s'absentait pour ses tâches administratives, comme j'étais la plus présente, la plus passionnée et que j'adorais ça, il me disait « Viens sur le podium diriger tes camarades ». Donc je posais mon violon sur la chaise et j'allais diriger les copains. Et donc au fond, j'ai eu une expérience physique charnelle de la direction d'orchestre et du rapport avec les musiciens et qui étaient mes copains et qui me dressaient aussi. C'est pas facile de diriger les copains, quelquefois c'est pire même. Quand je me suis présentée au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il y avait 20 candidats pour 2 places et j'ai été la première nommée dans ceux qui étaient reçus. Ça voulait dire que j'avais de l'expérience déjà. Mais alors pourquoi, aujourd'hui, il y a si peu de femmes chefs d'orchestre? Il y en a de plus en plus, mais tout de même peu. Et je pense qu'un petit sondage montrerait qu'une large part de notre auditoire ne connaît pas de nom de chefs d'orchestre, de femmes chefs d'orchestre. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut des rôles modèles. Il faut que les institutions, les grandes institutions programment des femmes et on n'en a même pas 5% actuellement de femmes programmées comme chefs d'orchestre dans les institutions. Et dans les conservatoires, même supérieurs, il faut qu'il y ait des professeurs femmes. Il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je me suis rendu compte que quand une femme était directrice d'un conservatoire et quand il y avait une femme qui était professeure de direction d'orchestre, les jeunes filles osaient. Elles se sentaient plus acceptées au départ. Donc tout ça va changer parce que beaucoup de femmes sont capables de bien comprendre les enjeux féminins et de les encourager, mais il y a encore quelque chose à faire dans ce domaine. Mais alors, je ne voudrais pas te faire dire qu'il y a eu des difficultés s'il n'y en a pas eu, mais est-ce que tu as été dans cette phase-là, soit très jeune, soit une fois que tu as passé le cap et que tu es devenue une chef d'orchestre professionnelle, est-ce que tu as vécu personnellement des difficultés? Est-ce qu'on t'a mis des barrières? Voire, est-ce que le mouvement Musique Tout a fait écho à des propres expériences que tu as vécues? Tant que j'étais étudiante ou au conservatoire, je l'ai vécu plutôt bien parce que les professeurs m'aimaient bien. J'étais tellement passionnée, c'était vraiment ma passion. Donc je travaillais beaucoup et les professeurs aiment les élèves qui sont très très engagés. Tout c'est compliqué quand on est sur le marché du travail. Une fois que j'ai eu mon premier prix de direction d'orchestre au CNSMDP, d'abord, je peux dire que la presse crée vraiment des problèmes. Le premier article, quand j'ai eu mon prix de direction d'orchestre, c'était la première page de France Soir. C'était en juillet 1969. Il y avait un homme à marcher sur la Lune, une femme à diriger un orchestre. Et la disproportion entre les deux exploits était ridicule pour moi.
Et puis, je peux dire que la presse titrait pour faire de l'effet. Par exemple, je me souviens, c'est pas si vieux. Après, beaucoup plus tard, en 2007, Le Monde qui fait toute une page en disant « Les orchestres n'aiment pas être dirigés par des femmes ». Orchestre très masculin jusqu'à une époque assez récente, ouais. Et pour certains encore très masculin du reste. Oui, et puis je vois Le Figaro qui m'avait fait une demi-page et le titre c'était « Elle les dirige à la baguette ». C'était pour moi vulgaire, parce que c'était pas comme ça que je concevais la direction d'orchestre. C'était pas un rapport sadomasochiste, c'était entre musiciens, on fait de la musique ensemble. Il n'y avait pas ce rapport bizarre. Et c'est très déstabilisant au départ quand on est une jeune femme qui fait ce métier, où déjà vos parents vous ont un peu dit que c'était des ambitions de garçon manquées. Il fallait sans arrêt prouver sa féminité, trouver son identité, répondre à ce genre de choses. Et au fond, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu de belles occasions, puisque j'ai été engagée à l'Opéra de Lyon et j'y suis restée pendant plus de 25 ans. Et là, j'ai tout appris, le métier de chef d'opéra, le travail avec le metteur en scène, avec les chanteurs, diriger des grands opéras, du grand répertoire, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai pu diriger Péléas et Mélisande, et Traviata, les opéras de Mozart, etc. Mais j'ai souvent rencontré, comment dirais-je, ce qui vous déstabilise, où je me sentais illégitime, c'est qu'il y avait de l'ironie, très souvent, et de la condescendance. Et c'est pas facile parce que des métiers, on est extrêmement exposé. On reçoit la critique. Bon, j'ai eu souvent des très bonnes critiques et ma vie de chef d'orchestre a été heureuse. Néanmoins, je suis contente d'en témoigner maintenant. Mais il faut être extrêmement, comme m'a dit Pierre Boulez, qui était venu à un de mes spectacles, il m'a dit vous êtes têtu, restez entêté. Et peut-être que c'est le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes femmes qui dirigent, c'est ne jamais abandonner, être entêté, ne pas être susceptible. Parce qu'on entend toutes sortes de choses, il faut le savoir. Comment le Paris Mozart Orchestra recrute-t-il ses musiciens? Est-ce que le Paris Mozart Orchestra fait de la discrimination positive? Ou est-ce que vous recrutez derrière les paravents? Parce que le mode de recrutement de musiciens dans les orchestres, c'est un grand débat. Hein. Est-ce qu'on recrute derrière un paravent, auquel cas c'est le son que l'on juge? Ou est-ce qu'on regarde qui joue, parce que ça peut permettre éventuellement d'introduire de la diversité? Comment vous fonctionnez au Paris Mozart Orchestra? Comme ce n'est pas un orchestre permanent, c'est un orchestre de projet, il n'y a pas d'audition de recrutement. C'est un système de cooptation où les musiciens qui ont fondé le Paris Mozart Orchestra avec moi décident ou me soumettent des candidatures et on décide ensemble de la formation de l'orchestre. Mais je dois dire que même avec mes meilleurs amis que j'estime et que j'aime dans l'orchestre, il faut toujours être vigilant parce que c'est notre problème à tous. On a des réseaux, on est habitué à fonctionner avec des réseaux, on fonctionne avec ses acquis et on ne va pas forcément chercher des talents nouveaux, et en particulier chez les femmes. Et donc même, je surveille, et avec la chargée de production et avec les solistes de l'orchestre, est-ce qu'on a bien une parité femmes-hommes au poste de responsabilité, c'est-à-dire au poste de soliste. Et alors les musiciens qui jouent dans cet orchestre que j'ai créé il y a 10 ans doivent s'engager en signant une charte de lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est-à-dire que je ne dissocie pas la lutte contre le sexisme et pour la parité de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre les différentes orientations qui sont critiquées, l'orientation religieuse ou sexuelle, etc. Je pense que c'est très important qu'on lutte tous ensemble sur tous les plans. Et les musiciens signent cette charte et ils me disent que c'est le seul orchestre qui demande ça. Et ça crée un lien très, très fraternel. Et je dis que, bien sûr, c'est dur, un orchestre indépendant, parce qu'on est à la recherche de financement en permanence. Mais le paradis, c'est qu'on n'a pas d'emmerdeurs et d'emmerdeuses. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Et ça veut dire que c'est tous les musiciens qui décident qui est présent et qui joue. Et j'ai la même équipe depuis 10 ans, à une ou deux exceptions près.
Bien, alors si on en vient plus précisément à la maestra, d'ailleurs c'est pas tout à fait un néologisme, mais c'est un mot qui est en train d'entrer dans le langage commun alors qu'il ne l'était pas. D'ailleurs, on devait vous appeler maestro, j'imagine, quand vous Oui. étiez dans la fosse d'orchestre ou sur le plateau. Oui, parce que maestra en italien, c'était réservé aux maîtresses d'école. Maîtresse d'école, exactement. Puisque, oui, vous C'est savez. Mais alors, donc, première édition de ce concours réservé aux musiciennes chefs d'orchestre. Et alors, tout à l'heure, en aparté, en préparant l'entretien, vous m'avez dit, Claire, peut-être qu'il faudra en faire d'autres éditions. Alors moi, je vivais sur l'idée, naïvement, que quand on fonde un concours de ce type, c'est dans une certaine durée. Et donc, vous vous êtes posé la question de savoir s'il en fallait plusieurs, et vous avez fini par y répondre qu'il en faudrait plusieurs, sans doute. Pourquoi ? Parce qu'on est encore seulement en France à 5% de femmes programmées. Même si ça évolue beaucoup, maintenant on a 4 femmes directrices d'un orchestre permanent, ça c'est formidable. En Europe, on n'est pas à plus de 6%. Et je pense qu'il faut encourager encore davantage les femmes, les former aussi, parce que c'est pas, on devient un bon chef d'orchestre, plus on dirige, meilleur on est, parce que c'est l'expérience. On construit sa personnalité musicale en dirigeant, la résistance physique, la résistance nerveuse. On apprend à se comporter avec les musiciens qu'on a en face de nous et puis à construire son interprétation musicale. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce qui fait que on accepte volontiers de programmer, n'est-ce pas, des hommes, je vais dire, médiocres qui font des carrières, mais on attend toujours d'une femme qu'elle soit exceptionnelle. Et pour qu'elle soit exceptionnelle, il faut qu'elle ait au moins autant d'occasions de diriger et de se former. Donc au premier concours, on a eu 220 candidates de 51 nationalités. Et ça a été plus qu'un concours, c'était un moment de solidarité et de joie formidable. Et je pense que c'est important de mettre en lumière des talents qui existent et que personne ne connaissait, parce que les programmateurs comme les agents, n'ont pas autant de volonté que nous, parce que je peux vous dire que j'ai été extrêmement soutenue et aidée par Laurent Bell et Emmanuel Ondré. Nous sommes partenaires et co-directeurs de ce concours, et que ce n'est pas un concours contre les hommes, loin de là, puisque le jury est paritaire, autant de chefs hommes que de chefs femmes. Mais pour la première fois, pour un concours de direction d'orchestre, le jury est présidé par une femme. Il n'y a pas d'autres concours présidés par une femme. Je pense que c'est important pour donner confiance aux femmes que c'est possible de se faire une vie de cette façon. Et en effet, les rôles modèles sont extrêmement importants pour déclencher des vocations. Alors, comme on approche de la fin de ce quart d'heure d'entretien, est-ce que vous partagez une forme d'optimisme qu'on entend dans les travées du Cabaret Sauvage sur l'idée qu'un mouvement est lancé? Dans les opéras, il y a beaucoup plus de femmes metteurs en scène qu'il y a 10 ou 15 ans. Pour les femmes chefs d'orchestre ou pour les super solistes, le mouvement est un peu décalé, mais je pense qu'il est lancé. Est-ce que vous partagez cet optimisme, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres éditions de la Maestra, mais est-ce que vous partagez cette confiance ? Je suis d'un naturel positif et optimiste, mais quand je vois les difficultés, on n'arrive pas à éradiquer le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie. J'ai peur pour le sexisme aussi. Je me dis qu'il faut être sans arrêt au travail, sans arrêt vigilant. Et oui, je vais tout faire pour qu'on prolonge d'autres éditions du concours La Maestra. Le prochain, c'est en mars 2022. Et déjà, on envisage mars 2024. Voilà. Bon, donc c'était presque une formule de style, de se dire, de s'interroger sur la nécessité. L'idée, c'est vraiment de continuer dans la durée jusqu'à ce que les programmateurs, les directeurs de théâtre ne se posent plus trop la question et que le pli soit pris en réalité. Au fond, jusqu'à tant que ça ne soit plus un sujet de discussion et que ça soit naturel et qu'on voit qu'il y a un embarras du choix même pour les programmateurs.
Et la France, par rapport au reste de l'Europe, comment vous la regardez sur ces questions-là? Est-ce que les pays du Nord sont plus avancés que nous quand les pays latins seraient un petit peu à la traîne? Est-ce qu'il y a des différences en Europe dans cette manière de prendre les sujets, voire dans le reste du monde d'ailleurs? La France était en retard, en tout cas, oui, puisque dans toute l'Europe, c'était 6% de femmes programmées, et en France, on était, avant la Maestra, à 4,1%. Donc il y avait déjà une grande différence. Je pense qu'il faut voir du côté de l'enseignement, parce que c'est là que tout se passe, et voilà. Et puis, il ne faut pas s'isoler, il faut aussi mettre la musique dans un contexte général, social, et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de solidarité entre femmes et de solidarité dans les différents mouvements sociaux. À part l'opiniâtreté, un conseil que vous donneriez à une jeune femme musicienne, mais peut-être aussi dans d'autres métiers de la musique, qui s'interroge et qui se dit que c'est vraiment trop dur? Donc, bien sûr, ne jamais céder, abandonner. Il faut continuer. Si la musique est votre passion, il ne faut pas abandonner. Et créer votre propre ensemble, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on vous appelle. Personne n'a besoin de nous, personne vient nous chercher. On doit s'imposer sur la scène nationale et internationale. Donc, pour être au travail chaque jour, il vaut mieux avoir créé son propre ensemble. Merci beaucoup, Maestra Claire Gibault. Bravo. Merci à vous.